Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 389 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la semaine du week-end NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, on va donc parler course au playoff, grosse affiche aussi cette semaine entre les Saints et les Chiefs, et puis on fera évidemment un tour complet des pronostics de la 15e semaine NFL, déjà la 15e semaine, encore un beau programme ce jeudi, on est parti. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Début d'émission tranquille, on peut le dire aux auditeurs, on enregistre juste après manger, je suis à 2 doigts du food coma, donc je digère tranquillement là, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Raphaël, on va commencer par la course au playoff AFC, on fera éventuellement un point sur la NFC la semaine prochaine. Au début, on va vous avouer qu'on était parti sur un point complet course au playoff, mais il y a tellement de possibilités en NFC encore au moment où on se parle, qu'on va d'abord faire un point éclairci sur l'AFC. On vous parle de qualification donc pour les playoffs ces dernières semaines, telle équipe doit jouer telle autre, c'est faisable, c'est pas faisable, donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire un point, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on donne. Première chose, Raphaël, on va parler des éliminés, comme ça on élimine ça, justement. Jets, Jaguars, Bengals, Chargers, Texans, c'est mathématiquement terminé. Voilà, on ne parle plus d'eux. Ceux qui ne sont pas mathématiquement éliminés, mais qui n'ont quasiment plus aucune chance. Broncos à 5 victoires, Patriots à 6 victoires. Est-ce que tu veux qu'on parle quand même des Patriots en disant c'est Bill Belichick, ils ont vaguement une chance parce que c'est Bill Belichick, ou alors on est d'accord sur le fait que c'est quand même fini? Non, statistiquement ça semble bien fini. Je pense qu'on peut passer outre 3 matchs restants, 3 victoires, plus plein de défaites des autres, à mon avis. Enfin, statistiquement, ça, au-delà même du fait que eux, s'ils venaient à gagner les 3, il faut plein d'autres défaites, donc bon, je pense qu'on peut passer. Ouais. C'est extrêmement compliqué, tu l'as dit, il faudrait qu'ils gagnent les 3 et que ça tombe de partout parmi ceux qu'on va citer ensuite. C'est extrêmement peu probable. J'aurais dû regarder, je sais qu'il y a des sites qui font bien les probabilités, mais je crois qu'on est à moins de 10% de chance pour les Patriots. Ouais, donc les Broncos à 5 victoires, j'en parle même pas parce qu'ils termineraient à 8 et il faudrait qu'ils espèrent un miracle. Je sais même pas comment à 5 victoires ils sont mathématiquement dedans. Mais sur le site d'ESPN, peut-être pour leur division, bah non, pas pour leur division, puisqu'ils sont dans la division des Chiefs. Bon bah écoute, en tout cas selon ESPN, mathématiquement ils sont pas encore éliminés. Bon, voilà, en tout cas un mince espoir. Donc il nous reste plus que 9 équipes pour cette place. Déjà c'est intéressant. Ouais, on a déjà fait du tri. On a 2 qualifiés, les Chiefs et les Steelers. Les Chiefs ont leur destin en main. S'ils gagnent tout le reste, ils ont la semaine de repos. Donc ça, c'est pareil, on n'a pas besoin d'épiloguer a priori sur Chiefs et Steelers. Buffalo a 10 victoires, 2 d'avance pour la division AFC Est. Est-ce que c'est pareil, on peut dire que c'est bon pour eux? Oui, ça me semble bon pour eux, effectivement, avec 2 victoires d'avance face à une équipe de Miami. On va développer un peu après, mais qui semble peut-être avoir un peu plus ralenti le rythme, peut-être ces dernières semaines, un peu plus de difficultés. Face à des Bills qui, eux, semblent bien relancés, oui, ça me paraît fini. Ouais. Les Bills qui jouent les Broncos, les Patriots et les Dolphins. Donc en plus, ils ont une chance. Bon, ils ont un match très prenable contre les Broncos et en plus derrière ils jouent à nouveau les Dolphins où ils auront une chance de définitivement les éliminer. Du coup je sais pas si on peut dire qu'au niveau du tiebreaker ils ont l'avantage sur eux parce qu'il y aura l'opposition directe. Pour l'instant il y a un 0 pour les Dolphins, pour les Bills pardon. Ouais. Je sais jamais trop comment ça se fait quand elles sont à un partout, s'il y a un avantage direct ou si on passe directement sur les tiebreakers de division en fait. Quand elles sont à un partout,
et ben tu passes sur la division, non ? Oui, c'est ça, hein, on est d'accord. Ouais. Bon. Donc, on va dire que pour les Bills, c'est bon. Donc, on a déjà 3 qualifiés. Tout à fait. Il nous reste 6 équipes pour 4 places. Et c'est là que ça devient chaud. Titans, Browns, Colts, 9 victoires. Dolphins, Ravens, 8 victoires. Et Raiders, 7 victoires. Donc, je répète, sur toutes celles que je viens de citer, il y a 2 équipes qui doivent sauter. Il y en a 4 qui passent et 2 qui sautent. Les Raiders, 7 victoires. Ils doivent a priori gagner tout ce qui leur reste aussi. Parce que, encore une fois, il faudrait espérer que ça perde dans tous les sens devant pour Titans, Browns, Colts, etc. Donc, en sachant en plus qu'une des places forcément ira aux Titans ou aux Colts en tant que vainqueur de division, de toute manière. Donc on peut même dire que pour les Raiders, il n'y a que 3 places possibles en théorie. Enfin, c'est ça. Donc les Raiders, ils doivent gagner contre les Chargers, Dolphins et Broncos. En plus, c'est pas un calendrier facile pour eux. Il y a 2 matchs de division, c'est jamais donné. C'est pas un calendrier facile parce que, comme tu dis, 2 matchs de division, dont un à Denver. On sait que Denver, c'est pas un stade forcément facile où aller gagner. T'as une défense de Denver qui fait pas que des mauvaises choses. Alors après, suivant ce que Denver a joué en toute dernière journée, bon, peut-être que les mecs jouent un peu avec le frein sous le pied, mais bon. Et puis t'as les Dolphins, qui est un match fondamental pour eux parce que c'est un potentiel rival de play-off. Donc bon. Oui, je pense. Alors on enregistre le jeudi. S'ils perdent contre les Chargers, de toute façon, c'est cuit. Ouais. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Effectivement. Mais même s'ils venaient à gagner contre les Chargers, celui contre les Dolphins, il sera clairement quasiment un match à élimination directe, hein, puisque Miami les devancerait. Tu l'as dit, les Titans ou Colts seront qualifiés, donc ça fera 2 sur les 4 de prise devant eux. Et après, il faudra espérer que ça tombe parmi celui qui prendra pas la FC Sud, les Ravens, etc. Et que ça tombe beaucoup en plus. Hein, et que ça tombe beaucoup. Donc les Raiders semble avoir des chances très très réduites maintenant d'être dans ces playoffs. Ce qui nous fait qu'il reste plus que 5 équipes pour 4 places. Donc ça se resserre. C'est pour ça qu'on voulait faire un point pour vous montrer que finalement cette course dans l'AFC, elle est quand même pas très loin d'être jouée, ou en tout cas il reste plus beaucoup de places. Ouais. Il reste donc 5 équipes pour 4 places. Titans, Browns, Colts, Dolphins, Ravens. Tu l'as dit, Titans ou Colts, il y en a un qui prend la division, donc qui sera qualifié. C'est sûr. Déjà. Donc ça va aussi précipiter la chute d'un autre. Est-ce que on peut dire, moi c'est un peu mon ressenti, que ça se joue entre Dolphins et Ravens? Je te rejoins là-dessus parce que je regardais par exemple Titans et Colts, celui qui n'en remporte pas la division par exemple a quand même un calendrier plutôt favorable. Quand tu vois les Titans, donc c'est Lions, Green Bay et Texans. Alors bon, peut-être Green Bay est compliqué, mais derrière tu t'imagines que Lions et Texans, tu les prends, ça fait quand même 11 victoires. Pour les Colts, c'est Texans, Steelers, Jaguars. Pareil, si tu perds contre les Steelers, tu perds peut-être la division, mais avec Texans et Jaguars, potentiellement tu es aussi à 11. Donc déjà pour moi, les 2 d'AFC Sud, ils seront. Donc comme tu dis, ça réduit même, je réduis à 3. Et Cleveland ayant déjà un peu d'avance sur les Ravens et les Dolphins, je te rejoins pour dire que ça me semble être quand même les Dolphins ou les Ravens qui devront se battre pour ce spot numéro 7. Et pour compléter ce que tu disais, Titans et Colts, donc en gros, pour simplifier, 2 matchs où ils sont favoris, un match où ils sont outsiders, ou en tout cas un match très difficile. Les Browns sont un peu dans la même situation, ils ont Giants et Jets qui sont quand même à leur portée, et Steelers pour finir. Qui en plus joueront peut-être même pas pour quelque chose, les Steelers, parce que s'ils peuvent plus ravir la première place aux Chiefs, mais qui sont assurés du titre de division, tu vois, en dernière semaine. Oui. C'est effectivement. Ouais. Et ça pourrait être eux qui n'ont pas eu en plus de semaines de repos depuis la semaine 4. Ça pourrait être perçu comme le moyen de reposer un peu tout le monde en semaine 17 parce que tu joues plus rien. Donc, Clairement. Donc, évidemment, c'est du football américain et tout peut se passer. Donc, un de ces 3-là peut tomber. Mais sur le calendrier, ils ont l'air d'avoir le champ le plus dégagé. Et là où ça devient, pour moi, vraiment compliqué dans ce duel Dolphins-Ravens, c'est que il y en a un qui a un calendrier très favorable et l'autre beaucoup moins. Ouais. Ravens joue Jaguars, Giants, Bengals, qui sont quand même a priori tous à leur portée. C'est sûr. Alors que Miami joue Patriots, Raiders, Bills, un rival de division, une équipe qui peut t'embêter offensivement, et les Bills qui sont quand même très forts en ce moment. Donc, même si Miami est devant au moment où on se parle avec 8 victoires, 5... non, ils sont à égalité d'ailleurs, ils sont tous les deux à 8 victoires, 5 défaites. Le calendrier, il est
moi je vois vraiment Baltimore faire tapis sur la fin et doubler cette équipe de Miami. Ouais, je te rejoins complètement. J'arrive à la même hypothèse par rapport juste au calendrier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Calendrier vraiment plus favorable du côté de Baltimore, même si, en plus avec un dernier match, une dynamique sur ce dernier match contre les Browns, peut-être où il y a un peu le côté, ils ont un peu renversé la table, repris les choses en main et le cours de leur destin, on va dire ça comme ça. Et comme tu dis, le calendrier en plus de Miami, on le sait, hein, du coup tu as un quarterback rookie, toi Tagovailoa, qui va affronter Bill Belichick. Belichick a eu un historique plutôt favorable contre les quarterbacks rookies. Tu as un match où les Raiders vont jouer leur chance de playoff dessus. Et Buffalo, alors Buffalo, peut-être qu'en semaine 17 ils pourraient se reposer un peu à l'image des Steelers. Si la division est acquise, on pourrait imaginer ça peut-être. Oui. Mais bon, ça veut dire qu'il faut quand même avoir gagné les deux autres entre-temps. Et sans avoir de certitude que Buffalo aura cette stratégie de se reposer. Donc Miami me semble en situation compliquée. Ouais. Et puis tu vois, mine de rien, ils font des bons matchs défensivement, ils font un bon match, ils accrochent les Chiefs, même si voilà, ils démarrent bien, ils finissent bien, mais ils se font déborder. Mais il y a aussi, on l'a dit, tu as Tagovailoa, c'est bien de le faire jouer et qu'il y ait de l'apprentissage, mais ça veut dire que tu n'as pas une garantie non plus d'avoir une attaque productive toutes les semaines. Quand ils gagnent contre les Bengals la semaine d'avant, c'est en mettant 19. Contre les Jets, ils en mettent 20. Bon, c'est pas fou. Ils perdent contre les Broncos en mettant 13 seulement. Ça, c'est les 3 semaines d'avant. Donc, il y a un match avec Fitzpatrick, je crois, sur le lot. Oui. Mais voilà, t'as pas la garantie non plus d'avoir une attaque très productive. Donc, les Raiders, sur une soirée, peuvent t'embêter. Si Derek Carr et Brandon et Josh Jacobs sont bien, tu peux être embêté. Les Bills, évidemment, on n'en parle pas. Ils ont une super attaque aérienne en ce moment. Et Patriots, on en parlera un peu dans les previews de la semaine, mais Bill Belichick contre un quarterback rookie, c'est ça. C'est jamais cadeau. C'est jamais cadeau. Non, mais comme tu dis, hein, c'est pour ça, moi, je te rejoins sur le fait que les Ravens me semblent avoir... je pense qu'ils ont... Sur les dernières semaines, je dirais qu'ils ont peut-être fait le plus compliqué en battant Cleveland. Une défaite potentielle à Cleveland aurait pu les mettre en difficulté avec un match de moins et vraiment ce besoin que Miami les perde tous. Là, maintenant qu'ils sont revenus à égalité, je pense que ça va suffire pour arracher cette 7ème place, qui au passage pour eux serait une petite déception après la saison dernière. Hein. Oui, c'est sûr. Autant pour Miami ce serait une grande victoire, autant pour Baltimore c'est une petite déception. Ils arrivent vraiment gros outsiders des playoffs. Quoi. Bon, en tout cas, du coup on est plutôt d'accord. Qui va en playoff alors du coup pour toi ? Et du coup, donc on a Chiefs en 1. Je peux même te donner, je pense, ce qui sera l'ordre. Hein. Moi, je dirais Chiefs en 1, Steelers 2, Bills 3. Je vois bien les Titans en 4, Colts 5, Browns 6 et Ravens 7. Ouais, on a le même. J'avais pas l'ordre des wildcards, mais j'avais les mêmes champions de division et donc Chiefs, Steelers, Titans, Bills pour les divisions. Et oui, Colts, Browns, Ravens pour les wildcards. Ouais. Clairement, je pense que voilà, on voulait faire ce point pour vous montrer que finalement il reste 3 matchs, mais ça commence à être vraiment très très resserré au niveau des opportunités et au niveau des qualifications possibles, et avec finalement des scénarios qui se rejoignent vers des probabilités très fortes pour qu'on ait déjà plus ou moins un œil. En tout cas, on peut le dire au moment où on se parle sans présager totalement, là on ne dit pas que ce qu'on vient de donner va se passer, mais a priori il n'y a vraiment plus qu'une seule équipe qui va sauter, c'est à dire que les Raiders, les Patriots, ça semble maintenant infinitésimal, et donc c'est vraiment entre Ravens et celui qui tomberait devant quoi. Donc, ouais, c'est ça. Sauf chute improbable des Browns par exemple, qui explosent en vol ou quelque chose comme ça, parce que c'est l'équipe la moins expérimentée du lot. Oui, effectivement, chute improbable. Maintenant, quand on voit quand même leur dernière prestation, et comme tu le rappelles, ce calendrier où ils enchaînent là Giants et Jets, ça serait quand même décevant de leur part, in fine, de ne pas réussir à se sortir d'un calendrier de fin de saison pareil. Ce serait quand même la chose la plus Cleveland du monde de perdre la qualif au playoff contre des Jets qui n'ont pas gagné un match.
Ça, ce serait terrible. Ah non, c'est sûr qu'il y aurait un petit côté très Browns, mais oui, ça serait terrible. Oui. Oh la vache, là, ce serait horrible. Bon, en tout cas, voilà, vous avez un petit panorama de ce qui va se passer dans les semaines à venir en AFC. Encore une fois, on parlera de la NFC la semaine prochaine. A priori, ça devrait s'être dégagé. Mais au moment où on se parle, parce que là, je vous l'ai donné pour l'AFC, il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui sont mathématiquement éliminées. Dites-vous qu'en NFC, il n'y en a qu'une seule qui est mathématiquement éliminée. Et que entre la tête de série numéro 7, actuellement les Cardinals, à 7 victoires, et le tout dernier de la conférence, les Panthers, il n'y a que 3 victoires d'écart. Ouais. C'est très très compact, donc il peut encore y avoir un petit peu de choses qui se passent. Oui, on va attendre c'est ça, laissons passer une semaine et comme ça déjà tu auras écrémé quelques équipes en plus. C'est ça, nous on passe à l'affiche de la semaine. Top right on 3, 1, 2, 3, top right. L'affiche de la semaine, Raphaël, c'est les Saints, 10 victoires, 3 défaites, et les Chiefs, 12 victoires, 1 défaite. Affiche un peu incontournable parce qu'on va pas vous mentir, il y avait pas... Alors déjà, c'est une très belle affiche, et il n'y avait pas beaucoup d'alternatives un peu sexy cette semaine au niveau des affiches. Est-ce que tu sens, Raphaël, cette bonne odeur de playoff ? Ah bah ça sent... Oui, ça sent le Super Bowl là. Ah bah ça pourrait même, c'est ce que j'allais te dire, ça pourrait même sentir le Super Bowl à Tampa Bay dans quelques semaines. J'allais dire mois, mais au final on approche tellement qu'on est presque plus en semaine. Ouais. Oui, bah forcément entre les favoris à leur propre succession et les Chiefs, c'est une équipe des Saints qui paraît en NFC peut-être pas celle qui fait tout le temps la meilleure impression, mais l'effectif le plus complet de la NFC à mon sens. Donc je te rejoins, ça sent un peu le Super Bowl, toute surprise gardée, bien sûr. C'est sûr. Alors, on va le dire tout de suite, le problème pour les Saints, c'est que Drew Brees n'est pas confirmé pour cette rencontre. Grosse possibilité de revoir Taysom Hill. En tout cas, alors, on ne sait jamais que Sean Payton joue l'intox. Voilà. Bon, officiellement, il est sorti de la liste des blessés. Il s'entraîne au moment où on enregistre. Mais Sean Payton dit on ne va pas précipiter le retour, même si c'est les Chiefs en face. Voilà, l'important, c'est qu'il soit totalement remis. C'est une blessure grave. Ça paraît sensé, sachant qu'encore une fois, ils sont bien placés, même s'ils sont en lutte pour la première place et que ce serait toujours mieux d'avoir la semaine de repos. Ça sert aussi à rien de casser Drew Brees de partout. Donc, on va revoir Taysom Hill. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il faudrait un drôle de scénario pour qu'il aille chercher la victoire quand même. Bah écoute, c'est un peu ça. C'est si on est dans le scénario, on va dire, scénario Taysom Hill, quarterback titulaire. Par rapport à ses dernières sorties, au temps qu'il a mis à se mettre en route, par exemple face aux Eagles la semaine dernière, on voit mal par quels moyens ces Saints arrivent à suivre la capacité des Chiefs à faire exploser le match tout d'un coup. En tout cas, on les voit mal réagir à 3-4 drives terribles des Chiefs à la suite. Donc ça passera par la défense, j'ai envie de te dire. S'ils veulent espérer quelque chose, de toute manière ça va passer par leur défense qui devra être bien plus concentrée que la semaine dernière face aux Eagles. Donc bon, je suis pas hyper... Est-ce que ça passe aussi par le sol ? Ils ont la 7e attaque au sol de la ligue, les Saints, 137 yards par match, et les Chiefs ont la 26e défense au sol. Ça semble être le match-up à favoriser. Oui, ça semble le match-up à favoriser. C'est vrai que les Chiefs sont pas très efficaces cette saison dans leur défense au sol. Le problème, c'est que mine de rien, quand on voit depuis la prise, on va dire, des commandes par Taysom Hill, le jeu au sol a un peu de mal à quand même vraiment se développer autour d'Alvin Kamara. Alors il y a Taysom Hill qui prend aussi des portées, qui avance, mais qui a un jeu de course qui est peut-être un poil stéréotypé, vu que vraiment il récupère la balle en sortie de snap et puis il fonce un peu tout droit et en espérant que sa ligne offensive lui ait ouvert une brèche. J'aurais tendance effectivement à dire ça peut être une des clés. Maintenant, je suis pas certain que ça soit suffisant sur ce match pour passer la défense des Chiefs, quoi. Après, en fait, il y a toujours un truc qui est cliché, je trouve, quand il y a une grande attaque comme ça qui tourne très bien, on dit toujours faut confisquer le ballon au sol, bien défendre, etc. Mais en fait, autant j'ai des souvenirs, tu vois, que ça marchait contre les Patriots de Brady, tu vois, typiquement le premier Super Bowl gagné par les Giants, où il commence avec un drive de quasiment 10 minutes, il marque, etc. Donc tu confisques le ballon, tu casses le jeu, etc. Mais en fait, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui ait réussi ça contre les Chiefs depuis, alors c'est pas un échantillon gigantesque, mais depuis 2 ans, tu vois. Oui. Bah c'est un peu des problèmes liés aussi à l'explosivité de cette attaque des Chiefs, c'est qu'au final,
Pour ne pas leur laisser le ballon, il faut l'avoir en permanence, ce qui est techniquement impossible. Donc le problème, et on l'a vu contre Miami la semaine dernière, c'est que même en leur laissant 2 minutes le ballon, c'est suffisant à cette attaque pour vraiment disséquer ta défense. Donc alors, s'ils peuvent le faire, ça sera toujours mieux. Et je pense qu'ils ont un peu... Les Saints sont une des équipes capables de faire, grâce au play calling de Sean Payton, qui est capable de jouer pas mal de screen pass pour Michael Thomas, de prendre son temps, ses petites courses, Camara. Ça, je pense qu'ils ont une capacité à développer, à être plus lents, à bien prendre leur temps. Maintenant, pour moi, c'est malheureusement pas suffisant. C'est pas suffisant pour confisquer le ballon à Patrick Mahomes, donc ça veut dire qu'en défense, tu dois faire le match qu'il faut pour bloquer les opportunités que tu donneras à Patrick Mahomes. Et à l'heure actuelle, la défense des Saints, autant sur le pass rush, elle fait bonne figure, autant son backfield défensif. On a vu un Marshawn Lattimore en difficulté la semaine dernière. Janoris Jenkins, on sait jamais lequel vraiment on va avoir. Je suis pas serein, puis surtout, je vois pas très bien dans leur défense actuellement qui couvre Travis Kelce sur les tracés intermédiaires, milieu de terrain. Travis Kelce qui est le meilleur receveur statistiquement de la NFL actuellement, alors qu'il est tight end, ce qui est quand même aussi... Ouais, bon après, sincèrement, il est utilisé tellement comme un receveur... Enfin, bon... C'est vrai. Bon, en tout cas, alors juste pour revenir sur la tactique, il y a aussi un truc avec le fait de dire on monopolise le ballon, etc. Le problème, c'est que je pense que contre les Chiefs, monopoliser le ballon, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut que tu marques à chaque drive, quasiment. Enfin, tu vois, il faut avoir un réalisme de fou, parce que garder le ballon 10 minutes, c'est bien, mais si tu leur rends 2 minutes et qu'ils marquent, ça sert à rien. Ah bah c'est sûr, oui. Donc, si tu vas échouer en red zone, au final, oui, c'est ça. Donc en plus, il faut avoir un réalisme, je vais dire Allemagne 82, tu vois, pour parler aux plus anciens. Mais non, mais voilà, donc faut le réalisme en plus de garder le ballon. Et comme tu dis, de toute façon, il faut que la défense serre le jeu. Et on a vu la semaine dernière que même en l'interceptant 3 fois, s'il a suffisamment de ballons, le truc c'est qu'il faut l'intercepter 3 fois, mais il faut qu'il ait eu 5 drives, quoi, et que t'es marqué sur toi, que t'es marqué sur 4 drives, quoi. Oui. Donc c'est ça qui rend le truc un peu insoluble. En plus, la semaine dernière quand même, cette défense des Saints, notamment en première mi-temps, en deuxième ça allait un peu mieux, mais en première mi-temps ils m'ont semblé assez inefficaces dans la poursuite de Jalen Hurst quand il sortait de la poche. Alors Mahomes, c'est pas le même profil, il court pas de la même manière, mais il est capable des fois d'élargir, d'étendre le jeu, de sortir de la poche. Donc en plus, s'ils arrivent pas, les quelques fois où ils rentrent dans la poche de Mahomes, si en plus ils arrivent pas à le mettre vite sur les fesses, ça va devenir très compliqué parce qu'on l'a vu, quasiment aucune défense n'arrive à tenir sur la longueur Tyreek Hill, Travis Kelce, Mecole Hardman, Sammy Watkins. Enfin, il y a 2-3 mecs à arrêter quand même. Et puis on parle beaucoup toujours de l'attaque des Chiefs, et à raison parce qu'ils sont exceptionnels, mais on en vient presque, je trouve, à sous-estimer leur défense, au sens où enfin tu vois, c'est pas les défenses pourries qu'avait Peyton Manning ou des trucs comme ça quand ils portaient les Colts. Ils ont une défense qui est honnête, tu vois. En regardant les stats, ils ont 15 interceptions, c'est plus que les Saints, qui en ont 13. Ils sont 17e sur les yards encaissés par match, ils sont devant Miami, Cleveland, les Titans, les Seahawks. Ils sont 8e sur les points encaissés, c'est mieux que les Colts, les Bills et les Packers par exemple. Donc ils ont une défense correcte, avec des playmakers énormes comme Chris Jones ou Tyrann Mathieu qui peuvent faire tourner un match à tout moment. Et en fait, sachant que l'équipe idéale n'existe pas, qu'il y a un salary cap, etc., tu vois, ils ont en plus, je trouve, une défense qui est cohérente, quoi, par rapport à ce qu'ils ont en attaque, et qui peuvent largement faire le taf pour... elle fera les minimums, quoi. Ils vont pas se faire trouer toutes les semaines avec Mahomes qui doit tout faire. Tu vois, c'est pas ce qu'on voyait avec Seattle au début de l'année, par exemple. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est vraiment une défense que Steve Spagnuolo a installée. C'est une défense très opportuniste, très dans le big play. Ils prennent des yards, mais en plus même pas de manière non plus catastrophique comme tu l'as dit. Hein. Donc c'est... Pour moi, ils sont vraiment un peu sur la longueur de ce qu'ils ont fait l'an dernier en défense. Elle va être capable de provoquer des big plays. Et déjà, je trouve qu'on commence à revoir un peu plus Chris Jones de plus en plus au fur et à mesure des semaines. Si tu regardes un peu en termes de pass rush, par exemple, ils sont plus efficaces que les Saints cette saison. Bon, comme tu dis, c'est une défense qui va prendre des points, qui va encaisser des yards, mais qui... Il y a peu de raisons qu'elle se fasse trouer, donc bon. Non mais c'est ça, tu vois, comme tu dis, en plus, ils en prennent même pas tant que ça, quoi. Ils sont dans le milieu du tableau, bon bah voilà, ils sont pas aussi exceptionnels que l'attaque, mais
mais ils sont déjà très très bons, quoi. Ils sont déjà très très bons. Par contre, juste pour les sacs, je me permets de corriger. Les Saints en ont 36 et Kansas City en a 24. Donc ils ont un peu moins de... Ouais, mais alors là, pour le coup, je faisais pas... Ah, tu parles de la pression en général. Ouais, pression en général, au-delà juste des sacs, vraiment sur le pourcentage de snaps, où on considère que c'est ESPN qui a cette stat de ce qu'ils appellent le pass rush win rate, le nombre de pourcentage de snaps sur lequel le quarterback est mis sous pression sans forcément finir au sol, on va dire. Et quand tu regardes leurs stats à eux, Kansas City est autour de 43% et les Saints autour de 40%. Bon, c'est pas une énorme différence, hein, mais c'est un... Après, est-ce que c'est plus efficace si tu mets moins le quarterback adverse au sol? Bon, je sais pas, c'est un débat. Non, mais ça se défend aussi de voir un peu plus globalement. Les Saints sont 21e à la passe cette année. Forcément, quand Drew Brees est pas là, c'est pas tout à fait la même équipe au sens aérien. Mais pour finir un peu sur cette opposition, si les Chiefs en plus stoppent un peu le jeu au sol, ça va quand même pas être fou pour New Orleans si les choses dépendent de Tyson Hill dans les airs. Non, on l'a vu hésitant sur ses lectures, lent dans sa mécanique. Donc c'est comme tu dis, s'il se retrouve à ne devoir faire que la passe, ça paraît compliqué pour Tyson Hill. Bon, après voilà, hein, c'est scénario. Drew Brees n'est pas là, on sait jamais avec Sean Payton. C'est un petit malin, donc peut-être qu'il nous fait un petit écran de fumée, mais. Petit aparté d'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette déclat de Sean Payton sur Jameis Winston. Tu disais c'est un petit malin. Ils lui ont demandé si Jameis Winston allait avoir sa chance d'être titulaire. Ils lui ont dit dès que Drew Brees arrêtera, il aura sa chance. Sauf qu'il est en fin de contrat en fait à la fin de l'année. Donc faudra d'abord le signer a priori pour qu'il ait sa chance. Parce que peut-être qu'il va vouloir aller ailleurs si on lui tend un poste de titulaire. Ouais, c'est une autre histoire. On l'a dit, en effet, peut-être que Drew Brees sera de retour. Évidemment, ça changerait des choses dans le secteur aérien. Ça rééquilibrerait un petit peu aussi la balance en faveur de New Orleans. Ça en demanderait peut-être un petit peu moins à la défense. On est parti encore une fois sur les propos de Sean Payton qui donne plutôt la tendance vers Tyson Hill au moment où on enregistre. Raphaël, s'il faut donc pronostiquer dans les conditions où on se parle, un jeudi en début d'après-midi, j'irai vers Kansas City. Bon, sans trop de surprise. Kansas City pour tout le monde, évidemment, les Chiefs favoris de tous leurs matchs. De toute façon, je sais même pas. Ah, non, j'allais dire pourquoi on. Mais je crois que Greg avait pronostiqué contre eux. J'allais dire, je sais même pas pourquoi on demande, mais. Greg avait peut-être pronostiqué contre eux récemment, non ? Oui, il avait joué. Contre qui contre les Buccaneers. Il avait joué les Buccaneers contre les Chiefs. Peut-être. Bon, en tout cas, Chiefs pour tous les deux. On passe au pronostic. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're gonna work on three. 1, 2, 3, work! Les pronostics de la semaine, Raphaël, avec... j'ai envie de dire une petite surprise dans les scores, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a tous pronostiqué en disant voilà, c'est un coupe-gorge, il y a la moitié des matchs, ils peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Je m'attendais à des écarts dans tous les sens, et finalement, la semaine dernière, ça a donné 10 points pour Camille, 11 pour Greg, toi et moi, et 12 pour Raoul. Donc il n'y a quasiment pas d'écart. Au classement, Raoul 130, Camille 132, Greg 136, Raphaël 140, et je suis devant à 146. J'aimerais bien arriver avec ce petit matelas de 6 points là, quand les matchs vont compter double en playoff. Je comprends. Ça, ce serait pas mal. Sachant qu'on a 2 matchs de plus en playoff cette année. Ah oui, c'est vrai ça. ça va influer un peu. On a 2 matchs contre double en plus. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, Raiders 7 victoires, 6 défaites. Chargers 4 victoires, 9 défaites. On l'a dit, c'est un match vérité pour les Raiders qui ont eu pas mal de mal en défense ces dernières semaines. Donc, du coup, tu te dis que l'attaque, Justin Herbert, Keenan Allen, pas mal de monde, c'est pas gagné d'avance pour eux tout ça. Ah non, c'est pas gagné d'avance, comme tu l'as dit. On a une attaque des Chargers qui, globalement, depuis le début de la saison, est satisfaisante à pas mal d'égards, notamment, je pense bien sûr, le jeu aérien porté par Herbert et Keenan Allen. Face à la défense de Las Vegas, qui, à mon sens, est quand même pas loin d'être la plus mauvaise de la ligue, que ce soit en termes de réussite sur le terrain ou même en termes de talent dans l'effectif, et notamment dans son backfield défensif.
Il m'a semblé voir en plus que pas mal de joueurs de Las Vegas étaient potentiellement sur liste Covid pour ce match. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a beaucoup d'absents, blessés, et notamment d'ailleurs dans le backfield défensif. Arnett, Abraham, il y a plusieurs noms qui sortent, mais oui, il y a beaucoup de monde. J'essayais de te les retrouver en même temps que je te parlais. Donc, Jonathan Abraham, Damon Arnett, Nicolas Moreau, Clelin Ferrell sont tous absents. Voilà. Après, on a une défense des Chargers aussi Excusez-moi. Ouais, pardon. Il y a eu un petit bug de son. Donc on a une défense des Chargers aussi décevante. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de points sur ce match, clairement. Ça pourrait se jouer un peu à la gestion de l'horloge en fin de match. Donc ça me fait un peu peur pour les Chargers, coachés par Anthony Lynn. Mais moi, écoute, si je dois me prononcer, je vais aller vers les Chargers parce que je pense qu'ils ont les armes. Ouais, je pense qu'ils ont les armes offensives pour casser le rêve de Las Vegas, en fait. Ouais, mais ils ont Anthony Lynn aussi. Ah oui, non mais ça, je dis pas que tout est parfait dans ce scénario. Hein, ça. Tu vois, sur le coaching, je vais quand même prendre John Gruden. Après, il aura pas le temps de faire de miracles en une semaine, mais c'est Ron Marinelli, le nouveau coordinateur défensif des Raiders. Ouais, mais... dont je trouvais qu'il avait plutôt fait du bon boulot avec des bouts de ficelle à Dallas quand même pendant quelques années. Oui. Pour moi, il y avait quand même un poil plus de talent à Dallas que dans cette défense de Las Vegas. Oui, mais je veux dire, tu vois, on voit ce qu'est Dallas cette année, où la défense a vraiment plongé. Oui. Et ça montre à quel point il se débrouillait quand même avec pas tant de super joueurs que ça, quoi. C'est vrai. Donc voilà, je dis pas que encore une fois il va révolutionner grand chose en une semaine, mais je vais dire les Raiders pour ça, et puis parce que je crois quand même plus sur le bilan, sur le coaching, je vais partir là-dessus. Samedi à 22h30, alors accrochez-vous, on a des horaires un peu funky cette semaine, il y a des matchs le samedi. Samedi à 22h30, Broncos 5 victoires 8 défaites, Bills 10 victoires 3 défaites. Bon test pour Josh Allen, parce que mine de rien, la défense de Denver, même sans Von Miller, elle est plutôt accrocheuse cette année. Oui, ouais. Donc c'est un bon test pour lui. Après, Drew Lock devrait quand même aussi avoir du mal, a priori, contre une défense de Buffalo qui monte en puissance. Ouais, c'est ça. Sur ce qu'on a vu des Bills la semaine dernière, au-delà donc de leur attaque aérienne, qui est leur atout numéro 1 et qui est de très haut niveau cette saison, on va dire que leur défense progresse et est sur une bonne dynamique. Et c'est comme tu dis, c'est côté Denver où l'attaque, on a vu un Drew Lock qui sort d'une prestation correcte face aux Panthers, mais jusque-là c'est quand même très très moyen ce qu'il a sorti cette saison. Du coup on a un peu du mal à voir comment il pourrait tout d'un coup élever son niveau de jeu face à une défense un cran au-dessus encore. Beaucoup de choses quand même indiquent dans ce match que ça tend vers les Bills malgré tout. Hein. Je viens de réaliser quand tu as dit un Drew Lock... Je me suis dit, Drew Lock, ça fait un peu la version PES sans les droits de Andrew Luck, tu sais. C'est vrai. Ils ont changé 2 lettres et ça a fait la version... Mais même dans le jeu, du coup, des fois. Bills pour moi, du coup, tu m'as convaincu. Bills pour toi aussi ? Oui, pardon, excuse-moi, je pensais l'avoir dit à la fin, mais oui, Bills. Samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà, là on est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h20 du matin. Il va y avoir des matchs pendant 3 nuits de suite en fait. Packers 10 victoires 3 défaites, Panthers 4 victoires 9 défaites. L'attaque des Packers qui semble quand même plutôt prête à dérouler. Pas de Christian McCaffrey pour les Panthers, donc ils n'auront même pas l'espoir d'exploiter les failles au sol de Green Bay. C'est ça. Bon, là je pense que Green Bay est favori, ultra favori. Green Bay ultra favori, enfin on l'a dit juste avant, mais quand tu vois comment Drew Lock a disséqué la défense des Panthers la semaine dernière, là face à cet Aaron Rodgers là, cette attaque là, on voit pas très bien comment Carolina résiste, donc Green Bay. Ouais. Green Bay également. Dimanche à 19h, on arrive à l'horaire habituel. Colts 9 victoires 4 défaites, Texans 9 victoires 4 défaites. Les Colts immensément plus complets. Qui a priori devrait continuer à progresser face à une attaque et une défense aux abois. Je sais pas si tu as vu, les Texans ont une nouvelle technique pour mettre fin à leur saison parce qu'ils en ont marre. On leur a dit pas plus de 3 joueurs regroupés ensemble à l'extérieur des locaux. Deshaun Watson, il a dit j'inaugure un restaurant, vous êtes tous invités. Et ils y sont tous allés. Enfin non, alors je suis méchant, ils étaient 6. Ouais, non mais comme tu dis, c'est une équipe de Houston où en dehors de Deshaun Watson, il n'y a plus grand chose. On voit pas très bien comment avec un effectif aussi dépeuplé, ils peuvent mettre en danger les Colts qui en plus me semble avoir, et en plus de ça, ont l'avantage sur la ligne offensive et le jeu de course qui à mon avis va découper la défense de Houston, donc les Colts.
Les Colts également, 49ers 4 victoires 9 défaites, Cowboys 4 victoires 9 défaites, 49ers 5 victoires 8 défaites. Dallas se bat pour survivre dans la NFC Est, rien n'est perdu. On a vu que l'attaque n'était quand même pas flamboyante, ils ont fait un tout petit match contre les Bengals. Bon, les Niners a priori feront peut-être pas autant d'erreurs que Cincinnati, mais c'est toujours Nick Mullens quarterback et il y a George Kittle qui a repris l'entraînement, on sait pas s'il va jouer. C'est vrai que ça peut être important, hein. Ça, on sait le poids qu'a George Kittle dans cette attaque et surtout, à mon sens, la difficulté que ça pourrait être de Dallas de couvrir un tight end comme Kittle vu les difficultés de cette défense sur ce poste-là. C'est pas évident, hein, parce que suivant comment San Francisco aussi arrive à s'en sortir au sol sans trop en demander à Nick Mullens, je crois que je vais partir sur San Francisco parce que j'ai beaucoup de comment dire, peut-être pas amour, n'exagérons pas, mais beaucoup de croyance, on va dire, en Kyle Shanahan et en son coaching. Mais bon, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, celui-là. Hein. Oui, mais moi je suis comme toi. Kyle Shanahan, Mike McCarthy, je prends Kyle Shanahan. Les deux jouent avec des quarterbacks remplaçants. Enfin, donc je vais prendre celui qui a son système et qui a ses idées auxquelles il se tient depuis plusieurs années et qui arrive à peu près à avoir une ligne de conduite qui se tient malgré toutes les blessures. Donc 49ers pour moi aussi. Titans 9 victoires 4 défaites, Lions 5 victoires 8 défaites. Matt Stafford est incertain, il ne s'entraîne pas, il ne s'est pas entraîné mercredi, a priori il ne devrait pas s'entraîner ce jeudi. Il y a même peu de chances qu'il s'entraîne tout court. S'il est absent, il y a quand même pas vraiment photo, hein. Même si les Titans sont pas de pass rush. Non mais c'est ça, Tennessee a toujours ce point faible qu'est le pass rush, mais là comme tu dis, s'ils affrontent des Lions sans Matt Stafford, déjà qu'avec Matt Stafford les Titans paraissent favoris malgré tout, mais alors sans Stafford je vois pas très bien comment Détroit s'empare de ce match. On a A.J. Brown énorme du côté Tennessee, un Derrick Henry on n'en parle plus, Tennessee. Oui, alors, je donne juste la stat, les Lions sont la 29e défense au sol de la ligue. Ouais. Et ils vont affronter Derrick Henry. Voilà. Donc Titans pour tout le monde. On rappelle, c'est Chase Daniel, le remplaçant de Matt Stafford, si jamais. Falcons 4 victoires 9 défaites, Buccaneers 8 victoires 5 défaites. Matt Ryan un peu en difficulté ces derniers temps contre les Buccaneers qui ont 40 sacs cette année, 4e en NFL. Ça semble un peu compliqué pour Atlanta, d'autant qu'ils ont la 30e défense aérienne de la ligue et qu'ils vont jouer Tom Brady, Mike Evans et tout et compagnie. Ouais. Attention, je dirais quand même malgré tout, attention potentiel match piège, parce que les matchs de division en NFC Sud, on sait que ils sont toujours un peu compliqués, et surtout on a vu une équipe d'Atlanta qui s'est offert quelques victoires un peu surprises cette saison malgré tout, mais comme tu dis, l'effectif est moins complet que Tampa Bay, même si l'attaque de Tampa est pas encore en rodage, justement, ça paraît suffisamment profond pour dépasser Atlanta, et donc Tampa Bay aussi pour moi. Bon, disons qu'Atlanta peut nous embêter comme ils le font de temps en temps avec les pronostics. Voilà. Mais sur le papier, ils sont pas favoris, donc Tampa pour moi aussi. Ravens 8 victoires 5 défaites, Jaguars 1 victoire 12 défaites. Comme toutes les semaines, les Jaguars vont essayer de s'accrocher, mais ils ont quand même pas grand chose pour contenir le réveil du bulldozer Baltimore donc qui a repris je crois la tête des attaques au sol de la ligue, ou en tout cas ils sont pas très loin, contre la 30e défense au sol de la ligue pour Jacksonville. Bon, je crois que le match-up, là, pour le coup, il est assez clair. Hein. Les Ravens sont ultra favoris de ce match, donc ce sera Baltimore pour moi. Oui, pareil. Pas forcément le... Oui, non, ça vaut même pas le coup d'épiloguer, j'ai envie de dire, parce que... Ah bah, sur le papier, c'est typiquement le match qui soit va être une boucherie, soit il va commencer à 19h et vers 20h30, quand les Jaguars mèneront 14-7 à la mi-temps, on dira « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, Baltimore pour tout le monde. Dolphins, 8 victoires, 5 défaites. Patriots, 6 victoires, 7 défaites. On l'a dit, ça sent le match piège pour une équipe de Miami qui espère retrouver les playoffs. Et puis là, il y a Bill Belichick qui arrive, il joue un quarterback rookie. On a vu qu'il a fait très mal à Justin Herbert plus tôt dans l'année. Ouais. Et aux Chargers. Alors il y avait Anthony Lynn en face aussi. Mais après, le truc c'est qu'il y a tellement rien en attaque pour New England que forcément ça équilibre le génie défensif de Belichick dans tous les matchs. Hein. Oui, c'est ça. J'avoue que moi, avant de remplir notre petit fichier prono commun, j'avais un vrai doute sur celui-là parce que, comme tu dis, Belichick face à un quarterback rookie qui est un peu que correct, mais sans plus, en tout cas en ce milieu de saison, fin de saison. C'est vrai que je me suis laissé tenter sur New England au début. Mais après, comme tu le rappelles, la défense de Miami est vraiment bonne cette saison. Elle est top, à mon sens, elle est pas loin du top 5.
Et il n'y a pas d'armes côté New England. Enfin, la greffe Newton prend pas, il n'a pas de cible. Du coup, je vois pas très bien comment New England s'en sort offensivement. Il marque assez de points en fait pour dépasser. Et en plus, je pense que New England ne pourra pas compter particulièrement sur son équipe spéciale comme ils peuvent le faire certaines fois, parce que celle de Miami est aussi de bon niveau. Donc ça pourrait même un peu s'annuler, on va dire, à ce niveau-là sur les phases d'équipe spéciale. Donc je vais aller avec Miami. Ouais. Noé, même chose, c'est trop le néant, et pour le coup, je pense pas que Brian Flores autorisera les mêmes âneries que Anthony Lynn quand ils ont joué les Chargers, c'est que ce serait une telle boucherie. On n'a pas vu les Dolphins exploser depuis que Brian Flores est là, ils sont toujours sérieux. C'est vrai. Donc a priori, ça passe pour Miami aussi de mon côté. Vikings, 6 victoires, 7 défaites. Bears, 6 victoires, 7 défaites. Là, c'est match de la mort dans la course au playoff. Les Bears sortent d'un bon match, mais c'était Houston en face. C'est sûr. A priori, il y aura plus de répondants. Je vois pas Mitchell Trubisky sortir 2 grands matchs à la suite. Et en face, encore une fois, il y a Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson. Donc voilà, mais c'est de la division, c'est de la fin d'année. Et les Vikings sont quand même très limites dans leurs matchs ces derniers temps. Ils frisent la correctionnelle dans toutes leurs rencontres, quoi. Oui, comme tu dis, ils frisent à chaque fois de se faire vraiment déborder à plusieurs égards, on va dire. Je suis un peu inquiet en plus pour le match-up, leur ligne offensive face au pass rush des Bears. Hein. C'est un petit peu une de mes inquiétudes sur ce match, clairement. Après, comme tu dis, il y a quand même des armes malgré tout en attaque. Et surtout, j'ai beaucoup moins confiance en l'attaque de Chicago. Donc je vais aller sur les Vikings, hein. Mais bon, comme tu dis, je tomberai pas non plus des nues s'ils se font surprendre bêtement, quoi. Ouais, complètement. Vikings également pour les mêmes raisons. Washington, 6 victoires, 7 défaites. Seahawks, 9 victoires, 4 défaites. Énorme pass rush de Washington face à Russell Wilson. C'est intéressant, mine de rien. Ah oui. Ah bah c'est intéressant parce que clairement là Russell Wilson va devoir gérer au mieux depuis sa poche les percées de Chase Young, de Sweat qui vont arriver, c'est sûr. Parce que clairement, la ligne de Seattle, je ne vois pas vraiment comment elle remporte ce match-up-là. Donc, ça va être encore une fois la capacité de l'attaque de Seattle à étendre le jeu, à trouver Metcalf, Lockett, Chris Carson. C'est un vrai match-up intéressant. Hein. Clairement, je suis assez pressé de voir ce face-à-face-là. Mais réellement, je pense que par contre, même si Washington arrive à bien s'en sortir, j'ai plus de mal à voir comment il marque beaucoup de points à cette équipe de Seattle, en fait. La question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu penses que Russell Wilson et Seattle peuvent marquer plus de 23 points ? Ah bah oui, je pense, oui. Parce que la défense de Seattle, en l'occurrence, n'a pas autorisé plus de 23 points depuis 5 matchs. Et quand on voit l'attaque de Washington actuellement, où là, en plus, il y a eu une petite blessure pour Alex Smith, donc on ne sait pas si c'est Alex Smith ou Dwayne Haskins. Même avec Smith, aussi belle soit l'histoire, c'est dur de les voir marquer plus d'une vingtaine de points à Seattle actuellement. Oui, non, mais comme tu dis, je pense que même si cette attaque de Seattle peut être un peu ralentie par le pass rush de Washington, ils ont assez d'armes pour marquer suffisamment et en défense, ils ont de quoi quand même bloquer cette attaque de Washington qui galère, donc Seattle. Seattle également. Les matchs de 22h le dimanche. Cardinals, 7 victoires, 6 défaites. 4 victoires, 8 défaites et un nul pour les Eagles. C'est un duel de piaf. 2 équipes qui se sont relancées la semaine dernière. Les Eagles n'étaient pas favoris contre les Saints. Non. Donc, ils ne sont pas favoris contre les Cardinals. Est-ce qu'ils peuvent enchaîner une deuxième victoire de suite ? Ah bah c'est presque ce qu'ils préféreraient, hein. Ça serait un scénario très Eagles de ces dernières saisons où au mois de décembre ils arrivent et retrouvent tout d'un coup leur une sorte de mojo pour accrocher les playoffs et voilà. Bon, après on a quand même vu une défense d'Arizona qui s'est bien repris la semaine dernière face aux Giants. Il y a quand même pas beaucoup plus d'armes offensives du côté de Philadelphie. Alors certes t'as Miles Sanders au sol, mais après quand même les squads de receveurs restent bien faibles. Je vois pas, enfin j'ai du mal à les voir mettre en difficulté vraiment la défense d'Arizona. Donc je pense que Arizona avec un Kyler Murray qui est un peu mieux physiquement, qui peut recommencer à sortir de la poche, je pense que quand même les Cards ont les armes pour se sortir du piège, parce que je pense que malgré tout ça peut être un petit match piège assez bête, quoi. Est-ce que je dis une ânerie, mais la défense des Cards en plus est habituée à affronter un lanceur mobile à l'entraînement et oui, c'est vrai. Oui.
Je me demande si ces équipes qui maintenant ont des lanceurs comme ça sont avantagées, tu vois, dans l'apprentissage de la défense en match sur d'autres lanceurs mobiles. Ouais, je sais pas à quel point ça les avantage, parce qu'en même temps, on sait très bien qu'à l'entraînement, ils foncent pas vraiment sur leur quarterback, ils retiennent le... Ils retiennent les coups, mais... Ouais. Mais tu vois, est-ce que dans le travail de dans planification et de tout ça, tu vois, de travailler avec des coachs offensifs qui planifient ça, les coachs défensifs peuvent en bénéficier aussi? Je suppose que ça doit bénéficier forcément. Enfin, je pense. Après, à quel point, j'avoue que j'aurais du mal à le... Bon, après, dans tous les cas, je suis comme toi, je pense qu'ils peuvent déborder cette équipe de Philadelphie. Ils ont des armes, ils ont un Kyler Murray qui s'est un peu relancé. Donc, Cardinals. Rams, 9 victoires, 4 défaites. Jets, 0 victoire, 13 défaites. La défense des Rams est première sur les yards encaissés. Penses-tu qu'elle va réussir à contenir Sam Darnold? Bah écoute, oui, je le pense. Et alors là, je tomberais vraiment totalement de ma chaise si c'était pas le cas. Ah bah là, ouais, là c'est la fin des haricots. Je pense que celui-là c'est le plus simple à pronostiquer de la semaine. Hein. Oui, les Rams, enfin... juste ce qu'on a vu depuis le début de saison. Enfin, je vois pas comment les Jets vont choper celui-là. Enfin... Espérons pour Sam Darnold qu'il aille bien dimanche soir. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. 22h25 toujours dimanche, c'est le Saints contre Chiefs dont on a parlé dans la fiche de la semaine. On a tous les deux donné les Chiefs. Dimanche à lundi, donc c'est le match de la nuit du dimanche à 2h20 du matin. Giants 5 victoires, 8 défaites. Browns 9 victoires, 4 défaites. Des Browns toujours plus offensifs. La défense des Giants qui va encore être mise à rude épreuve, elle a quand même un peu souffert la semaine dernière, et puis l'attaque patine, il y a des blessures qui s'accumulent un peu pour Daniel Jones. D'abord c'était l'ischio je crois, ou le mollet, j'ai un trou, je crois que c'était l'ischio, et maintenant il y a aussi une entorse de la cheville qui est arrivée dans le rapport des blessures, donc c'est un peu compliqué. Après ils nous ont habitués aux surprises. C'est vrai, ils nous ont habitués aux surprises. Après, ouais. Oui, non, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a eu quelques surprises. Maintenant, sur ce que monte Cleveland depuis plusieurs semaines, je les vois vraiment avec l'avantage en attaque et en défense, en fait. Donc, bon. Oui, il y a plus de playmakers, il y a beaucoup de choses qui vont en faveur de Cleveland, et ils ont un rouleau compresseur au sol qui va aussi c'est ça, ouais, qui va pilonner New York, hein, donc ça va être compliqué. Donc je suppose que tu prends les Browns alors. Tout à fait. Bon, ceci dit, les Giants sont la 7e défense au sol de la ligue, voilà, je le précise. Mais je vais quand même donner les Browns. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Bengals 2 victoires, 10 défaites, 1 nul. Les Steelers 11 victoires, 2 défaites. Après 2 défaites de suite, c'est quand même difficile de ne pas imaginer Pittsburgh qui se relance. Ou alors là, c'est l'immense crise, hein, s'ils perdent contre les Bengals de Brandon Allen. Ah oui, ça serait la crise, mais comme tu dis, je pense que c'est plutôt au contraire la bonne victime pour se relancer, mettre en place un nouveau playbook offensif comme on en parlait mardi, se faire un peu plus lâcher les chevaux peut-être sur du jeu en profondeur. Enfin, ils ont trop d'armes en attaque et en défense pour passer à côté de celui-là. C'est pareil. Hein, Oui, non, a priori, là, je vois vraiment pas comment il passe à côté de celui-là. C'est un peu le Rams Jets appliqué à une autre équipe. On passe aux questions. Les questions cette semaine, alors il n'y en a pas énormément, on enregistre un peu tôt, donc il y en aura peut-être plus qui sera rentré, mais on a vu que c'est un peu fluctuant selon les semaines, donc n'hésitez pas à laisser vos questions. Question de Raphaël, I'm pregnant. Salut l'équipe, la blessure d'Obidje n'est-elle pas la meilleure chose qui pouvait arriver pour libérer Baker Mayfield? Toujours compliqué ce genre de questions, parce que effectivement sur l'impression visuelle on a le sentiment que ça se passe mieux depuis qu'Odell Beckham n'est pas là. C'est une certitude. Peut-être que Mayfield force moins son jeu vers lui et se sent plus libre, moins stressé peut-être par une potentielle crise de caractère de Beckham. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de très dur à prouver en fait, que son absence rend meilleur. Enfin, tu vois, j'ai toujours un peu du mal sur ce genre de questions. Je sais pas. En tout cas, il a pas l'air de leur manquer. Non, c'est sûr, il a pas l'air de leur manquer, c'est évident. Donc si tu peux libérer de la place dans la masse salariale et récupérer un choix de draft... Ah oui, non mais bien sûr, après en termes de gestion, ça se défend totalement. Hein. Mais bon, ça... La question bonus, maintenant que nous sommes en semaine 14 avec du recul, que pensez-vous du choix des Panthers d'avoir gardé Bridgewater et viré Cam Newton, qui a l'air d'avoir perdu le mojo même lorsqu'il court? Franchement, je sais pas qui gagne, enfin tu vois, genre est-ce que les Panthers sont vraiment meilleurs?
Bridgewater est meilleur cette année. On peut pas dire le contraire. Oui, le meilleur. Après, je trouve pas qu'il y ait une différence non plus flagrante, fondamentale, on va dire. Je trouve même presque qu'il a plus d'armes offensives, à mon sens, que Cam Newton. Tu vois, ne serait-ce qu'il a Robbie Anderson. Enfin, je veux dire, il y a personne de ce niveau-là à New England. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Je pense que malgré tout, ils ont bien fait parce que le nouveau coach, il voulait plus de Cam Newton de toute manière. Donc voilà, fallait tourner la page. Et Bridgewater est un quarterback qui me semble correct pour faire une transition entre. Donc bon, je pense qu'ils ont bien fait malgré tout. Dolphin nous demandait peut-on imaginer un scénario à Eli Manning pour la prochaine draft et voir Trevor Lawrence refuser de signer chez les Jets. Je vous réfère au site puisque Trevor Lawrence a déclaré qu'il était prêt à n'importe quel challenge, donc je pense que ça classe l'affaire. Et une équipe comme Dallas, 5e à la draft actuellement, pourrait-elle tenter le all-in et monter pour Trevor Lawrence vu le peu d'estime qu'il semble accorder à Prescott ? Je pense surtout que personne lâchera le premier choix si c'est pour Trevor Lawrence. Oui, c'est ça, sans le connaître, il a quand même l'air d'avoir une jolie cote, le garçon. Je vois vraiment pas les Jets lâcher ce premier pick, donc de toute manière... Franchement, à part si tu es sur une équipe qui a un quarterback déjà... pardon, je la refais, je sais plus ce que je dis. Non, à part si tu as une équipe qui a déjà un quarterback... avec le premier choix, tu vois, si demain c'était je sais pas moi, les Bengals avaient à nouveau le premier choix, tu vois, bon, je comprendrais qu'ils lâchent une rançon, mais si t'as pas ton quarterback et qu'il y a un franchise quarterback avec un contrat rookie qui te tombe sur les genoux, a priori maintenant il n'y a plus aucune raison d'échanger le choix, donc je vois pas comment, si c'est les Jets ou même les Jaguars, je vois pas comment les mecs ils bougent le choix. Non. Donc non, ça me semble peu probable. Après la question c'est est-ce que les Cowboys vont aller chercher avec un tour faible s'ils sont 4e, 5e, un autre quarterback. Ça par contre c'est une vraie question pour le coup. Ça c'est vrai. Moi je serais surpris qu'ils ne re-signent pas Prescott après son début de saison. Mais bon. Oui non. Peut-être que lui peut leur dire d'aller se faire. C'est ça. Après lui il peut aussi, s'il est pas tagué parce qu'ils ont toujours le tag, mais voilà. Alexandre 15. Pensez-vous que Belichick va rester coach des Patriots l'an prochain ou va-t-il laisser les commandes de l'équipe à un nouveau coach pour repartir à zéro, et pensez-vous au miracle pour les Patriots playoffs? Alors ça on a déjà parlé pour les Patriots, ça semble peu probable. Belichick il donne pas de signe qu'il va arrêter, hein. Non, il en donne pas. Après je pense que c'est aussi typiquement le mec, le jour où il va décider de démissionner, personne ne le saura et la presse sera pas convoquée, ça sera un communiqué de presse balancé à 10h qui annoncera son départ. Demande aux Jets. Voilà, donc je mise pas sur quand il part parce que je pense que c'est typiquement celui qui partira quand il le décidera, mais sans avoir prévenu personne, sauf Kraft, qui à mon avis sera dans la confidence. Et voilà, mais moi je préfère ça. Tiens, débat annexe. Tu préfères les mecs qui genre annoncent net leur retraite, tu sais, au sommet ou par un communiqué, ou les types qui font des tournées d'adieu interminables où ils se font saluer dans tous les stades? Bon, j'avoue que j'ai pas de préférence. Je pense que c'est un peu suivant chacun son. Ouais, je sais pas, je trouvais ça s'est beaucoup fait dans le basket ces dernières années et des fois je trouvais ça un peu tu sais, les mecs, t'avais l'impression qu'ils jouaient plus pour se faire ovationner par le public que pour l'enjeu cette année-là. C'était un peu après je pense aussi que t'as un peu une différence entre joueur et coach à ce niveau-là. Oui. C'est vrai, ce que je comprends sur le côté un peu l'annoncer en amont, c'est vrai que ça permet par exemple aux fans au stade de rendre un hommage qu'ils ont envie de te rendre, tu vois, c'est vrai que ça permet ça. Vrai. Maintenant, si le mec il a envie, juste un matin il se dit j'ai plus envie de faire ça, il appelle son patron, il dit j'arrête, enfin moi ça me... C'est vrai. Le mieux c'est Brett Favre en fait. Tu sais, à la fin de chaque année, tu dis celui-là c'est peut-être mon dernier. Du coup, tout le monde te fait une ovation de ouf, tu chiales en sortant du terrain et puis tu reviens. Et tu fais ça 5-6 ans de suite. C'est vrai. Une fois que t'as bien kiffé, tu t'en vas, quoi. Green Bay Laggers, que doivent faire les Colts pour passer encore un cap l'an prochain? Garder Philip Rivers, prendre un quarterback à la draft, faire un all-in sur Ryan ou Stafford, ou mais ici ton quarterback préféré dans la case. C'est vrai que les Colts c'est une des équipes intrigantes de l'an prochain si Rivers prend sa retraite. C'est vrai, si Rivers prend sa retraite ou pas d'ailleurs, hein, parce que de mémoire il est signé que pour un an, non? Oui. Donc même si lui veut continuer, est-ce que Indianapolis lui donne la primauté, on va dire ça, tu vois, je sais pas encore. Comme tu dis, c'est un cas hyper intriguant. Forcément, ils ont besoin. Le quarterback, c'est un chaînon clé pour aller plus loin. J'avoue que
champ des possibles est assez énorme. Hein. Après, j'avoue que ouais, j'ai du mal avec ces solutions rustines, tu vois. Alors, Stafford, il est plus jeune, mais le côté, bon, on fait venir le vieux Rivers et puis il a pas réussi, alors il va à la retraite. On va faire venir le vieux Matt Ryan et du coup, il va pas réussir, il va à la retraite. Et peut-être trouver une solution sur le long terme, ce serait bien aussi au bout d'un moment. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, quand t'as un trop bon résultat, c'est compliqué d'aller choper un quarterback haut. Bon, je sais pas. Ou alors, Frank Reich, est-ce qu'il essayerait pas de relancer Vance, hein? Oui, moi j'ai plaidé pour ça dans le fauteuil l'autre jour. Ouais. Ah ok, pardon, je ne t'avais pas écouté, mais non, pas de souci. Mais c'est ce que je disais aussi, ça me semble être la solution parfaite, quoi. Ouais, il relance un quarterback avec lequel il jouait bien. Vance a une ligne offensive jeune et solide. Bon, pourquoi pas tenter ce pari-là, hein. Et puis lui, il a quoi, 25, 27 piges? Il est pas si vieux que ça en plus. C'est une vraie solution sur le long terme si tu lui reconstruis un moral. Ah bah oui, je pense qu'effectivement, tu peux l'avoir sur le long terme si ça clique. Ouais. Oui, c'est ça, il a 27 ans. Donc, Oui. Ah bah là, vu les quarterbacks maintenant, si ça marche, t'en as pour 10 ans. Hein. Ah ouais, non, clairement. Donc, oui, moi ça me semblait la solution idéale. Après, à voir si Philadelphie est pas trop gourmand, s'ils veulent vraiment le lâcher. Oui, après, il y a plein de facteurs qu'on n'a pas forcément. Parce que lui est sous contrat. Bon, c'est sûr. Comment dire, la difficulté. Edo 3000, voici mes questions. Je les reprends parce que ça portait aussi sur les Colts. Est-ce que le recrutement de Jacob Eason est fait pour remplacer Rivers la saison prochaine ou font-ils monter à la draft dès cette année ou la free agency? Quelles sont les chances des Colts en playoff? Bon, les playoffs, les previews, on va y venir. Faut déjà se qualifier. Après, oui, Eason, j'avoue que j'ai pas suivi suffisamment de niveau pour savoir s'il a un héritier. Mais c'est vrai qu'ils l'ont drafté deuxième tour, non? Ou troisième? Il était assez haut, ouais. Il était assez haut. Peut-être qu'effectivement, c'est leur solution en interne. Hein. Ça, j'avoue que pas assez de connaissances sur le joueur pour me positionner dessus. C'était un quatrième. C'était un quatrième tour. Donc à voir comment il est développé, mais rien ne les empêche quand même de chercher sur une fin premier tour ou deuxième tour aussi. Hein. Lamar Jackson, on rappelle que c'est 28. Hein. À l'époque, ils ont Flacco. C'est vrai, t'as un quarterback qui peut descendre. Ouais. Ça peut être une opportunité. Bon, après, il n'y a pas un Aaron Rodgers qui te tombe dessus en 23 tous les ans, hein, mais c'est... Ou même un Russell Wilson au troisième tour. Par exemple. Arthur Lutte, salut la team. Voici ma question. Quelles sont selon vous les deux actions les plus marquantes de la saison, la meilleure et la pire? Voilà. C'est marrant, c'est pas facile ça. Ah non, action. J'ai pas de truc qui me. Il y a Derrick Henry qui envoie balader Josh Norman sur un raffut. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal celle-là. Les interceptions de Xavier Howard et du cornerback des Colts dont l'on m'échappe la semaine dernière, mais c'est parce que c'est récent. Pire action, ouais. C'est pas facile, hein, franchement. Non, parce qu'il y a tellement d'actions épatantes maintenant, ça, notamment en attaque. C'est ça. Si, Henry Ruggs qui bat les Jets à la dernière seconde. Oui, c'est vrai qu'elle est... Ouais. Du coup, je sais pas si c'est la meilleure... Mais tu vois, il disait la meilleure et la pire. C'est la meilleure pour les Raiders, la pire pour les Jets. Oui, c'est vrai. Ça marche dans les deux cas, ouais. Je pense le quarterback sneak des Chargers où la ligne recule. Oui, t'as raison. Ouais. Mais en plus, je pense aux Chargers parce que j'avais aussi les deux fades tentés par Herbert pour gagner le match à la dernière seconde. Ça m'avait aussi bien traumatisé. Donc, les Chargers dans les pires actions, je pense qu'il y a moyen de trouver. Ouais. Je pense qu'il y a des bonnes choses. LW75, quelle est pour vous la vraie bonne nouvelle de cette année NFL pourrie par la Covid? Alors, tu as 4 options. 1, le comeback d'Alex Broken-Smith. B, la capacité de la Ligue à gérer une saison sous contrainte médicale. C, les 2 qualifiés en plus en playoff. D, l'augmentation du nombre de points par match, plus 2 points par rapport à 2019, et celle relative du nombre de touchdowns. Vous pouvez les classer par ordre si vous le souhaitez, je ne suis pas sectaire, nous dit LW75. Donc, ok. Moi, je crois qu'il les a quasiment mis dans... J'aurais fait A, B, D, C. C'est-à-dire que le comeback d'Alex Smith en 1, c'est la bonne nouvelle. En 2, la capacité de la Ligue à gérer la Covid, au sens où on arrive en semaine 15 et on joue toujours. Donc moi, c'est ce que je vois. Ouais, après, bon... Ça aurait pu être mieux, mais... Ça aurait pu être pire, à mon avis, si les joueurs n'étaient pas miraculeusement tous soignés entre le vendredi et le dimanche. Ne critique pas les miracles de la science. Et donc après je mettrais en troisième l'augmentation du nombre de points par match et en dernier les 2 qualifiés de plus en playoff parce que ça, c'est pas un truc pour lequel j'étais pareil, j'avoue que les 2 qualifiés de plus en playoff, ça c'est vraiment pas mon truc. À 7 équipes sur 16, on est presque à 50% de la conférence qui va en playoff, ça me... c'est ça. Je suis pas un grand fan de ça, donc non, je te rejoins sur le classement, allez. Les gens ils vont encore dire qu'on est tout le temps d'accord, Raphaël, attention, il va falloir qu'on soit plus, faut qu'on crée du clash artificiel.
Mais non, mais c'est vrai que les gens nous ont fait remarquer qu'on était beaucoup d'accord ces dernières semaines. Bah oui, mais que voulez-vous ? On n'est pas une émission basée sur le clash. Quand il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. C'est naturel. C'est comme ça que se termine l'épisode 389. Pardon, je sais pas pourquoi je dis 200. Je veux pas vieillir. Du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @Touchdown Actu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @Matei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci à toi. Et on se retrouve. Vous avez l'émission de draft samedi, évidemment, d'ailleurs, que je n'oublie pas. Et puis le fauteuil dimanche et le débrief mardi. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.